On écoute Anne-Laure Abitbol, qui est la sœur d'Ilan Halimi, qui est mort il y a 19 ans. Il a été assassiné dans des conditions épouvantables à Épinay-sur-Seine. Il y a un arbre en sa mémoire qui a été scié, encore une manifestation de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle dit lorsqu'on lui pose la question, est-ce que selon elle, Emmanuel Macron, le président de la République, alimente l'antisémitisme à travers ses prises de position actuelles? Écoutons-la. Il alimente et il ne fait rien pour prendre des mesures pour tout ce qui se passe sur les actes antisémites en France. Que ce soit le fait qu'on n'accepte pas que des enfants israéliens rentrent dans un parc ou ne serait-ce que pour des citoyens juifs, tout ce qui se passe en France, il ne fait rien pour... Enfin, aujourd'hui, c'est des actes qu'on veut. Des actes, Rachel Kahn. Il manque aujourd'hui, le chef de l'État, manque à la communauté juive de France, selon vous? Il est irresponsable par rapport à ce qui se passe. Alors j'entends la petite musique qu'il ne fait pas rien, mais entre il ne fait pas rien et être à la hauteur des événements, il y a tout un champ. Il n'est pas à la hauteur des événements, il n'est pas à la hauteur de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons des Français juifs, des enfants qui sont attaqués, que ce soit d'un point de vue économique, les boycotts, dans les salles de concert, quand ils vont à la synagogue, des enfants qui n'arrivent pas à aller dans des centres de loisirs. Enfin, c'est tout un champ jusqu'à la mémoire des Juifs qui sont morts, que ce soit Ilan Halimi ou le mémorial. Donc en fait, c'est sur terre. Donc qu'est-ce qu'il veut en fait, Emmanuel Macron? Alors il brandit la carte. Oui, mais la France a toujours eu la même politique depuis des années. Ben oui, mais le problème, il s'est passé le 7 octobre en fait. Donc on ne peut pas avoir la même politique depuis des années quand il s'est passé un bouleversement mondial comme celui-là. Il y a eu une déclaration d'Emmanuel Macron il y a quelques instants qui dit qu'il s'est entretenu avec l'émir du Qatar, qu'elles ont échangé sur la situation, dit-il, dramatique à Gaza, et il demande à Israël de respecter le droit international. Le péché originel d'Emmanuel Macron, ça a été de ne pas aller à cette manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre pour des raisons politiciennes en réalité, parce qu'il y avait le Rassemblement national, parce qu'il doutait de la présence, oui ou non, de la France insoumise, et en réalité, la politique, c'est des moments, et bien là, il avait raté son moment, et on voit très bien que quasiment 2 ans plus tard, il paye toujours cela, et ça n'a fait que s'aggraver finalement, parce qu'il y a eu un certain nombre de polémiques, celle sur la livraison d'armes, celle sur la création d'Israël qui ne serait qu'une création de l'ONU, et puis évidemment la question de la reconnaissance palestinienne au pire moment, au pire timing, en tout cas pour les Français juifs. Mais moi, je veux bien que le Quai d'Orsay ou que l'Élysée bondissent quand il y a un ambassadeur étranger en France qui décrit la situation antisémite dans notre pays. Quand c'est la sœur d'Ilan Halimi, j'ai beaucoup plus de mal en réalité. Quand c'est le témoignage de milliers de Français juifs qui vous disent qu'on a un antisémitisme du quotidien, qu'on ne peut plus sortir dans la rue, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Donc je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un d'antisémite ou qu'il motive l'antisémitisme. En revanche, il y a des choses à faire quand on est président de la République. Il ne les a pas fait. Alors Gauthier Lebret et ensuite... La sœur d'Ilan Halimi a dit ce matin exactement la même chose que le nouvel ambassadeur américain qui a été convoqué au Quai d'Orsay et qui est soutenu d'ailleurs par Washington et par la Maison-Blanche. Le Quai d'Orsay ne va pas convoquer la sœur d'Ilan Halimi. Donc je veux bien qu'à chaque fois on convoque le messager en le pointant du doigt, en disant ça ne se fait pas. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre l'antisémitisme? Je le rappelais, il a même refusé de marcher. Quand vous êtes à refuser de marcher, on ne parle même pas de prendre une action, de prendre une mesure, de faire passer une loi, que sais-je, il n'y a pas de majorité absolue, je le sais bien. Il en était à refuser de marcher, simplement marcher sur les bons conseils de sieur Yacine Bellatar, reçu à l'Élysée par l'un de ses conseillers, qu'on retrouvait quelques mois plus tard en délégation officielle pour aller rendre visite au roi du Maroc. Donc quand vous en êtes à refuser de marcher, c'est normal qu'il y ait des voix qui s'élèvent, que ce soit un ambassadeur, que ce soit la sœur d'une victime, pour dire vous ne faites rien, ou pire en ne faisant rien, vous alimentez. Et vous allez faire quelque chose, c'est reconnaître un État de Palestine quand le Hamas compte encore des milliers de soldats dans ses rangs. Aurore Berger, qui était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews, a rappelé les mesures concrètes prises depuis le 7 octobre pour protéger l'ensemble des lieux de culte et des lieux juifs. On ne peut pas, elle, la soupçonner de ne pas se battre de toutes ses forces pour lutter contre l'antisémitisme. Julien Audoul, votre position sur ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui? Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'Emmanuel Macron restera dans l'histoire comme le président de la République qui a laissé les Juifs être mis au banc de la société. C'est ça la réalité. Rachel Kahn faisait l'énumération terrifiante en fait, de ce qui est en train de se passer. Les universités, les parcs de loisirs, les entreprises, partout, les matchs de foot. Il y a une haine qui se déverse et une haine qui est banalisée, qui est acceptée, avec une nazification d'Israël qui est
insupportable. Et Emmanuel Macron n'a pas rien fait. Il a alimenté tout ça. Il a alimenté en faisant un grand écart et un virage à 180 degrés, en passant d'une coalition internationale pour éradiquer le Hamas, ça c'était au lendemain du 7 octobre 2023, jusqu'à la reconnaissance de l'État du Hamas. Voilà, parce que c'est ça la reconnaissance de l'État palestinien, c'est un État terroriste. Donc c'est terrifiant et surtout il refuse de lutter contre le principal ennemi des Juifs en France, qu'est l'islamisme, et il a fait alliance, son parti a fait alliance avec le parti antisémite LFI aux législatives. Et ça, c'est impardonnable. Et puis avant même d'opérer une fermeté dans la justice, avant même d'avoir de grands discours, il y a aussi un vrai sujet. C'est quand on regarde les données françaises, hein, c'est pas moi qui les invente, c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur, un certain nombre d'études. L'augmentation des actes antisémites est bien souvent la résultante de personnes étrangères issues de l'immigration arabo-musulmane. Et tant qu'on n'endiguera pas cette immigration massive, tant qu'on accueillera encore des populations qui détestent les Juifs et qui veulent l'extermination d'Israël, il ne faut pas s'étonner qu'ils agissent comme des talibans en France. Patrick, moi j'aimerais qu'Emmanuel Macron aujourd'hui fasse un geste très très fort, qu'il a lui-même planté un arbre. En l'hommage de Yann Halimi, quand on voit tous ces tags absolument abjects sur les voitures des Juifs qui sont en vacances, ils sont attaqués en vacances. Donc, par exemple, il y a une initiative qui a été prise par le maire de la Baule, je crois, qui consiste à demander à tous les maires d'aller planter un arbre. Eh bien, tous les maires de France devraient le faire. Et Emmanuel Macron devrait se déplacer lui-même pour en planter un et pour enlever tous les doutes qui le visent quant à la protection de nos compatriotes juifs. Car pour le coup, c'est bien le rôle du président de la République de protéger l'ensemble des Français. On avance parce qu'il y a le thème de la sécurité aussi qui a marqué cet été. On fait notre rang-tiré aujourd'hui sur CNews et Europe 1. Et l'été a été marqué par une série d'agressions toutes plus violentes les unes que les autres. L'une d'entre elles nous a touchés plus personnellement parce que c'est l'une de nos consoeurs, Isabelle Piboulot, qui a été agressée avec son compagnon dans le tramway vendredi soir à Paris. Il a reçu 7 coups de couteau. On apprend à l'instant que le juge des libertés et de la détention a placé le mis en cause en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre. Il dispose désormais de 10 jours pour faire appel. C'est ce que nous dit le service police-justice de CNews. C'était une des grandes inquiétudes, évidemment, d'Isabelle et de son compagnon, de savoir si l'auteur allait être, en tout cas, jugé et à la hauteur de la gravité des blessures qu'il a infligées à ce jeune homme. On fait le point avec Anaïs Baucher. C'est une agression d'une violence inouïe subie par Isabelle et son compagnon. Dans la nuit de vendredi à samedi, la jeune femme est longuement dévisagée par un individu dans le tramway porte de Vanves, puis bousculée et insultée. Lorsque son compagnon s'interpose pour la protéger, il est violemment poignardé à 7 reprises. La peur que j'ai ressentie vendredi soir est indescriptible. Quand on dit qu'on a mal au cœur, parfois, quand on entend une histoire triste, j'ai eu mal au cœur physiquement. Mon cœur me faisait mal de peur, d'inquiétude, d'effroi. Gravement blessé, son compagnon est hospitalisé en urgence absolue. Mon compagnon a fait preuve d'une lucidité malgré la peur. Il a fait preuve d'un calme. Là où moi, je ressentais les stigmates de ma précédente agression, rien qu'en voyant le regard de cet individu, que j'oublierai jamais de ma vie. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Il y a nos familles à côté, ma maman qui est loin, qui a peur pour sa fille, son enfant qui a failli mourir. Et imaginer que cet individu soit relâché, ça pour nous c'est insoutenable. Les photos que vous voyez, ce sont les sutures les plus petites. Sachez qu'il y en a encore 2 autres qui sont bien plus grandes et c'est déchirant. Le compagnon d'Isabelle a pu sortir de l'hôpital hier. Sa convalescence devrait durer au moins 3 semaines. Voilà pour ce témoignage, Eric Revel, qui nous bouleverse, qui concerne chacun d'entre nous. Parce que ça peut arriver, ça pourrait être nos enfants. Exactement, ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être nous-mêmes. En fait, on voit bien qu'on est à portée des couteaux barbares maintenant, quel que soit notre statut, l'endroit où on se balade, dans le métro ou même en voiture. Bon, moi, ce qui me terrifie encore plus, c'est que finalement, il y a très peu de médias qui parlent de ces agressions quotidiennes au couteau dans le pays, comme si le pays était apaisé, comme si tout allait bien. Et ce qui s'est passé avec Isabelle et son compagnon doit aussi nous renvoyer à notre propre comportement. En cas, je suis dans le tramway, j'assiste à une agression. La question a été posée tout à l'heure. Est-ce que, à part le compagnon d'Isabelle, d'autres se sont levés? Visiblement non. Et pour une raison simple aussi. On n'est pas des héros. Parce qu'on sait qu'on peut prendre des coups de couteau et on sait qu'on expose sa vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être par lâcheté, mais aussi parce qu'on veut préserver sa propre vie,
on n'intervient plus, même pas en parole, parce qu'on sait qu'on peut être victime d'un barbare. Et il y en a à tous les coins de rue. Je crois que le ministre de l'Intérieur disait qu'on était en sécurité nulle part. L'ancien ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin dans le pays. Eh bien voilà une illustration supplémentaire. Une information, on sait plus désormais sur l'identité du suspect qui est né en janvier 1983 au Sénégal, qui a indiqué être employé comme cuisinier, être suivi par un établissement de santé mentale. L'expertise psychiatrique montre qu'il n'avait pas d'abolition du discernement et donc qu'il peut être jugé. Gauthier Laurette et ensuite... Moi, quand je vois toutes ces agressions et ces coups de couteau à l'endroit du compagnon d'Isabelle, je ne peux pas ne pas penser aux mots du chef de l'État qui reprochait aux chaînes info de brainwasher, de faire du lavage de cerveau autour de faits divers. Il dit ça aux Parisiens. Il y a une surveillante qui est tuée à coups de couteau. Il fait une interview le soir qui était prévue de longue date sur les fonds marins. On avait l'impression qu'il était au Festival de Cannes. Il décide de maintenir. Et il réitère ses propos de brainwashage, ce qui ira choquer la propre famille de la défunte qui était tuée quelques heures plus tôt. C'est en permanence. Demain, on va commémorer le gendarme Comines avec cette veuve qui, la saison dernière, disait « La France a tué mon mari ». Entre-temps, on a eu évidemment le jeune Elias, tué à coups de machette. Ne dites pas que c'est une machette, parce que après, on pourrait ergoter dessus avec cette volonté de cacher aussi la réalité de certains organismes de presse. Donc, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on voit bien, on la vit, cette insécurité. Tout le monde la vit, tout le monde a des témoignages. Parfois, on l'a vécu dans sa propre chair. Là, on en est là. Et on a un président de la République qui nous dit on fait du lavage de cerveau. Donc, et on n'a même pas de prise de conscience au sommet de l'État. Et quand vous avez un Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui fait tout ce qu'il peut avec quelqu'un qui prend en compte ce qui se passe évidemment sur le terrain, la moindre loi... le moindre vote du Parlement, hop, censuré par le Conseil constitutionnel. Julien Audoul, sur cette insécurité, ces coups de couteau désormais quotidiens dans notre pays. Déjà, ce qui me frappe dans le témoignage bouleversant d'Isabelle Piboulot, à qui j'adresse mon soutien ainsi qu'à son compagnon, c'est sa peur, et c'est surtout la peur des suites. Parce qu'il n'y a pas seulement l'agression en elle-même, qui est effroyable, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on peut mourir pour un simple regard, on peut mourir parce qu'on est au mauvais moment, au mauvais endroit, dans un tramway, n'importe où. C'est la suite. Qu'est-ce qui va advenir de l'agresseur ? Est-ce qu'il va être attrapé ? Est-ce qu'il va être condamné ? Est-ce que je vais être en sécurité ? Voilà. C'est ça la question. Et aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus de dissuasion judiciaire. Et c'est ça l'échec du macronisme. C'est qu'on a laissé les bêtes fauves dans la nature, c'est qu'on a trouvé des cultures de l'excuse, en veux-tu, en voilà, et c'est qu'il n'y a pas de sanctions pénales qui mettent en sécurité les Français. Et dans son témoignage, en fait, elle illustre cette volonté, en fait, elle cherche une réponse de l'État qui va la protéger de cet agresseur qui a frappé. Et malheureusement, avec ce pouvoir, il n'y aura aucune réponse, on le sait. Rachel Kahn, je vois touchée par ce témoignage. Oui, parce que je me dis combien de fois une femme doit être agressée dans une vie, en fait. Et que les pouvoirs publics ne fassent rien, et que le président de la République parle de brainwashing ou je ne sais quoi. Je trouve que cette prise de parole, effectivement, du président de la République, alors que tous les jours, nous avons des actes, que ce soit des violences par rapport à la haine du juif, par rapport aux femmes, qui montrent dans quel état nous nous trouvons, ou même l'insécurité économique, que c'est absolument irresponsable. Et je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter ? Pour nous tous, et en particulier par rapport à nous en tant que femmes, parce que cette liberté d'aller et venir, qui est un droit fondamental, eh bien aujourd'hui, nous ne l'avons qu'à moitié. Nous l'avons un peu perdu dans notre pays, Patrick. Oui, on parle beaucoup de l'inaction des juges, mais nous avons ici un député. Je pense que ce qui est important, c'est la loi pénale, parce que on peut dire ce qu'on veut sur les juges qui statuent souvent en délibéré, en collégial. C'est toujours difficile, mais ce qui est important, c'est la loi pénale. Est-ce que demain, on ne peut pas renforcer la loi pénale ? Par exemple, je sais que les peines censurées par le Conseil constitutionnel sur les mineurs. Sur les mineurs, mais est-ce que la loi pénale ne peut pas encore être renforcée ? On parlait de la discussion au Parlement pour que toutes ces incivilités, ces crimes, ces délits ne soient pas plus sévèrement. Alors la réponse de Julien Audoul. En fait, ce que nous demandons avec Marine Le Pen notamment, c'est que la personne physique, que l'intégrité physique soit sacralisée, sanctuarisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a agression physique, il y a peine de prison. Nous demandons évidemment la double peine, nous demandons évidemment la certitude
de la peine. Aucune remise de peine quand il s'agit d'agressions de ce type, ou qu'on agresse les forces de l'ordre, les pompiers ou autres, ou tout représentant de l'État. Et il faut véritablement que la prison fasse peur. Excusez-moi, les exemples qu'on a eus cet été, en veux-tu en voilà, avec des cours de surf, quand c'est pas de la danse country ou autre, montrent que la prison est devenue un club med. C'est pas passé pour le Gérald Darmanin les a interdits. Elles n'ont pas eu lieu. Ça a changé, hein, depuis que Darmanin est là. Non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. La communication a changé. Et ayez l'honnêteté de dire que ça n'a pas changé. Il y a des réactions de Gérald Darmanin, mais il y a surtout... Pendant le vieil, ça a quand même changé. Il n'y a pas eu de séance de yoga cet été dans les prisons françaises. Oui, non, mais encore une fois, il se passe plein de choses dans les prisons françaises. Je suis allé visiter la prison de Toulouse. Il n'y a pas du cross-country. Je peux vous dire... Hein, pardon? Si. Cet été, il y a pas eu de cross-country. Il y a de la danse country. De la danse country. Oui, ou de la danse. C'est de la motocross. Attendez, c'est bientôt la fin. Sérieusement, il faut que la prison redevienne un instrument de protection dissuasif et que la prison fasse peur aux criminels. Assez de places en prison, c'est la différence. Il faut construire des places de prison. Voilà, en tout cas, c'était ce que l'on pouvait dire sur ce volet de la sécurité. On salue nos amis auditeurs d'Europe 1, puisqu'ils vont retrouver dans un instant Pierre Devinot pour Europe 1 Soir. C'est la rentrée aussi d'Europe 1 avec toutes les nouvelles émissions. Pascal Praud, 16h-18h. Christine Kelly, qu'on va retrouver dans un instant sur CNews. Et Clélie Mathias avec tous nos amis, évidemment Dimitri Pavlenko. On salue les auditeurs d'Europe 1. Et nous, on reste